Sparte est une cité qui fascine parce qu'elle semble effacer la frontière entre vie privée et devoir collectif. Pour comprendre les rites sexuels nocturnes qui lui sont attribués, il faut d'abord saisir l'idéologie profonde de cette cité singulière. Chaque naissance, chaque union, chaque geste intime est orienté vers un objectif unique, presque fanatique, celui de produire un citoyen fort, discipliné et totalement dévoué à la communauté. Plutarque, dans sa vie de Lycurgue, insiste sur ce principe fondateur. Sparte ne laisse aucun domaine de l'existence échapper au contrôle social, pas même la sexualité. Lycurgue, le législateur mythique, aurait institué un système où la procréation n'est pas un acte individuel, mais un devoir civique. Pour les Spartiates, la cité ne peut survivre que si elle enfante des guerriers robustes, capables de défendre un territoire constamment menacé. Dans ce contexte, la nuit devient un espace ritualisé, un moment où les règles sociales sont temporairement modifiées afin de permettre aux unions d'accomplir leurs fonctions essentielles. L'histoire du mariage spartiate commence par un paradoxe. Les époux sont officiellement unis, mais ils ne vivent pas ensemble. C'est un choix politique, une stratégie et non une tradition poétique. Plutarque rapporte que, le jour du mariage, la femme est conduite dans une chambre obscure où on lui rase la tête et où on la vêt d'une tenue masculine. Ce geste symbolise une transition. La jeune épouse doit devenir, aux yeux du mari, une partenaire orientée vers la procréation, sans artifice ni séduction. Tout se déroule dans la nuit, et c'est précisément cette obscurité qui intrigue les modernes. Hélène n'est pas le théâtre d'une débauche, mais celui d'une discipline extrême. La nuit spartiate n'autorise pas la passion, elle impose le devoir. Le jeune mari n'a pas le droit de s'installer chez sa femme. Il doit la rejoindre furtivement, souvent après un entraînement militaire épuisant. Il entre discrètement, s'unit à elle, puis repart avant le lever du jour. Ce rythme nocturne se répète pendant des mois, parfois des années, avant que les époux ne vivent ensemble. Pour comprendre ce rituel étrange, il faut se référer à la logique spartiate. Maintenir le désir, préserver la vigueur, éviter la lassitude du couple et garantir que les enfants naissent un corps toujours athlétique et un esprit toujours tendu vers elle et fort. Xénophon confirme cette rationalité dans la constitution des Lacédémoniens. Pour lui, Lycurgue avait compris que la force d'un peuple ne dépend pas seulement de l'éducation, mais aussi de la naissance elle-même. Une cité qui veut des citoyens exceptionnels doit contrôler les conditions de conception. La sexualité devient donc un instrument de l'État. Et c'est là que les rites nocturnes prennent une dimension politique unique dans le monde grec. La nuit, à Sparte, n'appartient pas au plaisir. Elle appartient à la cité. Les unions ne sont pas supervisées par des prêtres, mais elles sont encadrées par un système moral rigoureux. Les époux doivent éviter l'excessif attachement sentimental, considéré comme dangereux pour la discipline militaire. Le mariage spartiate n'est jamais présenté comme une romance. C'est une alliance biologique au service de la cité. La nuit permet cette séparation symbolique entre affection et devoir. Les historiens modernes soulignent que Sparte est probablement la seule cité grecque où la sexualité est institutionnalisée de manière aussi rigide. Dans Athènes, par exemple, le mariage vise la transmission du patrimoine. À Sparte, il vise la production du soldat idéal. Les nuits d'union ne se déroulent pas dans la clandestinité, mais dans une semi-discrétion ritualisée. Elles ne sont jamais publiques, jamais festives, jamais orgiaques. C'est précisément l'autre extrême de ce que Hélédon observe dans les cultes dionysiaques de d'autres cités. La nuit spartiate est donc une scène où se joue la reproduction sociale du corps militaire. Les textes anciens montrent qu'il n'existe pas de liberté sexuelle au sens moderne, ni de rites érotiques collectifs. Ce qui caractérise Sparte, c'est la modération imposée, la retenue, la sobriété. Même dans la chambre nuptiale, la discipline demeure. C'est chez cette vision générale des rapports entre sexualité et citoyenneté
qui pose les fondations des pratiques encore plus surprenantes décrites par Xénophon, les unions arrangées au profit de la cité. Mais ces pratiques ne peuvent se comprendre que si elles, on comprend dès abord ceci. À Sparte, la nuit n'est pas une échappatoire intime, c'est un prolongement de la loi. Dans toute la Grèce antique, aucune coutume matrimoniale ne ressemble à celle que décrit Plutarque pour Sparte. Alors que les Athéniens organisent des processions, des banquets, des sacrifices et des célébrations visibles par toute la cité, les Spartiates choisissent la nuit et le secret comme cadre du mariage. Ce contraste radical ne relève pas d'un goût pour le mystère, mais d'un choix politique et éducatif. Lycurgue, selon Plutarque, voulait que le mariage soit dépouillé de tout excès, de toute ostentation, et qu'il serve uniquement son but essentiel, donner naissance à des citoyens solides, maîtres d'eux-mêmes et engagés dans la discipline commune. Le récit du rituel commence par un geste qui surprend encore au jour 8. La mariée est littéralement enlevée par ses proches, comme dans une cérémonie symbolique où elle quitte définitivement son statut de jeune fille. Une fois capturée, elle est conduite dans une chambre isolée où l'on rase sa tête. Ce rasage n'est pas interprété par les anciens comme une humiliation, mais comme un rite de passage. En perdant sa chevelure, symbole de jeunesse, elle franchit la frontière vers son nouveau rôle, celui de mère potentielle du citoyen spartiate. Plutarque précise que la jeune épouse est ensuite vêtue d'un manteau simple, sans ornement, puis laissée seule dans la pénombre. Tout dans ce rituel renonce à la séduction et à l'apparat. Aucune musique, aucune procession, aucun parfum. Le mariage spartiate est une union réduite à son essence la plus austère. Le contraste est encore plus saisissant lorsque on pense aux noces romaines ou orientales de la même époque, pleines de chants et de rites joyeux. La nuit venue, le mari se rend en secret auprès de sa femme. Le geste n'est pas romantique, il est discipliné. Plutarque insiste. Le jeune homme doit se glisser discrètement, sans être vu, comme s'il enfreignait une règle. Une fois l'union accomplie, il repart avant le lever du jour. Ce rituel nocturne est répété durant des mois, voire des années, avant que les époux ne puissent vivre ensemble. Cette longévité surprend, mais elle obéit à une logique bien particulière. Maintenir les deux corps dans un état constant de vigueur et de désir maîtrisé. Pour Lycurgue, il est dangereux que les jeunes époux s'habituent trop vite l'un à l'autre. L'habitude affaiblit la passion, et une passion affaiblie produit des enfants moins vigoureux. En maintenant la rareté des rencontres nocturnes, Sparte cherche à garantir la qualité biologique et morale des générations futures. On retrouve ici l'esprit même du système spartiate. La cité se mêle de tout, y compris des émotions intimes, dans le but de servir le collectif. Cette organisation étonne les auteurs anciens eux-mêmes. Plutarque reconnaît que cette pratique a suscité des critiques dans d'autres cités grecques, où l'on juge inhumain de séparer ainsi les époux. Mais les Spartiates ne voient pas le mariage comme une union sentimentale. C'est un pacte civique. Le secret nocturne renforce l'idée que les relations conjugales ne doivent pas troubler la vie militaire. Le jeune mari, qui passe ses journées à l'Eumniagogé, le redoutable système des éducation spartiate, ne doit jamais être distrait par un foyer confortable ou un attachement trop tendre. Les historiens modernes interprètent ce rituel nocturne comme un moyen de préserver la cohésion du groupe masculin. Les jeunes Spartiates vivaient presque exclusivement entre eux, dans un univers de camaraderie et de discipline rigide. Leur vie n'était marquée par la présence féminine que dans ce cadre nocturne strictement contrôlé. La famille nucléaire, si centrale dans d'autres cultures, n'existe pas vraiment dans la jeunesse spartiate. La cité veut que les garçons appartiennent d'abord à la communauté, non à un foyer. Ce qui rend ce rituel encore plus intéressant, c'est qu'il n'est pas conçu pour empêcher l'amour, mais pour éviter que cet amour ne devienne prioritaire sur le devoir. Les auteurs anciens soulignent que les couples spartiates pouvaient parfois développer une affection intense, précisément parce que leurs rencontres étaient rares. Cette passion contenue, soigneusement distillée par la nuit,
pouvait renforcer la vigueur des époux. La rareté crée la puissance, un principe que Lycurgue semble avoir intuité. Un autre aspect fondamental de ce rituel concerne la symbolique du passage. La mariée, rasée, vêtue comme un homme, attend seule dans l'obscurité. Certains chercheurs modernes y voient une représentation du rôle viril que les femmes spartiates étaient appelées à assumer, celui de mère de guerrier. Les femmes spartiates ne sont pas soumises au même conformisme que celles d'autres cités grecques. Elles reçoivent une éducation physique, participent à des exercices athlétiques et jouissent d'une liberté de mouvement plus grande. Le rituel du mariage, austère mais emblématique, reflète cette position exceptionnelle. La nuit spartiate n'a rien de mystique, contrairement aux rites dionysiaques observés ailleurs. Elle n'invite ni aux transes, ni au chaos, ni à la perte de soi. Sa fonction est rationnelle, méthodique, presque administrative. En cela, elle illustre parfaitement la mentalité spartiate. L'ordre doit toujours triompher de la nature. La sexualité n'est pas un terrain de liberté, c'est un outil façonné par la loi. Ce rituel nocturne, unique dans le monde grec, jette les bases d'un système encore plus surprenant. Celui des unions arrangées au-delà du mariage traditionnel, destiné à assurer la naissance des enfants les plus robustes possibles. Ces pratiques, décrites par Xénophon, soulèvent des questions complexes sur le droit, la morale et la conception du corps dans la société spartiate. C'est ce que nous allons explorer dans la partie suivante. Dans toute l'histoire grecque, aucune cité ne pousse la logique de reproduction civique aussi loin que Sparte. Pour comprendre l'ampleur de ce système, il faut prendre au sérieux ce que Xénophon écrit dans sa Constitution des Lacédémoniens. Selon lui, Lycurgue avait établi une règle qui choque les modernes, mais semblait parfaitement rationnelle aux Spartiates. La naissance d'un enfant N n'est pas une affaire privée, mais une affaire publique. La famille n'est pas propriétaire de son sang. La cité en est responsable. La sexualité devient donc un instrument politique, contrôlé, régulé, revendiqué par l'État. Dans ce cadre, les unions arrangées ne sont pas des scandales ou des transgressions secrètes. Elles sont proposées, encadrées, parfois encouragées par les anciens, dans le but unique de produire les meilleurs citoyens possibles. Xénophon explique que si un homme âgé possède un caractère exemplaire, mais plus la vigueur physique nécessaire pour enfanter, il peut choisir un jeune homme fort et sain pour engendrer un enfant avec sa femme. Ce geste n'a rien à voir avec un adultère sentimental. Il est présenté comme un acte de service à la cité. La vertu du mari garantit que la famille reste digne, et la vigueur du jeune homme assure la qualité physique de l'enfant. De même, si une femme mariée n'a pas encore donné naissance à un enfant et que la cité estime sa lignée importante pour le bien commun, un autre homme peut être choisi pour procréer avec elle. Ici encore, il ne s'agit pas de passion ni de désir personnel. Tout est strictement orienté vers la reproduction du citoyen idéal. Ce système choque les peuples voisins, mais les Spartiates le considèrent comme une extension logique de leur discipline. La famille passe après la cité. Le sang passe après la mission collective. Ce qui rend ces pratiques encore plus étonnantes, ce sont les conditions dans lesquelles elles se déroulent. Contrairement aux rites nuptiaux austères de la nuit décrites par Plutarque, les unions arrangées ne suivent pas de rituel officiel. Elles ne sont pas célébrées. Elles ne sont pas sacralisées. Elles se déroulent dans une discrétion qui n'est pas honteuse, mais fonctionnelle. Le but n'est pas de créer une relation, mais de créer un enfant. La cité ne cherche pas à former des couples amoureux. Elle cherche à reproduire des corps capables de porter un bouclier, de manier une lance et de tenir contre l'ennemi. Il serait tentant de comparer ce système à des pratiques eugénistes modernes, mais cela serait simpliste. Les Spartiates ne raisonnent pas en termes de race ou de biologie théorisée. Leur logique n'est pas scientifique, elle est militaire. Ils veulent des enfants résistants parce que leur monde est sans cesse menacé. Pour eux, un enfant faible ne souffre pas seulement pour lui-même, il met la cité en danger. Ainsi, l'organisation spartiate des unions répond avant tout à une logique de survie collective. Les textes anciens suggèrent aussi une autre dimension, souvent mal comprise. Dans certaines situations,
Les hommes eux-mêmes sollicitent ces arrangements. Un mari peut demander à un autre guerrier de procréer avec sa femme si celui-ci est célèbre pour sa bravoure. Cette demande n'est pas perçue comme une humiliation. Au contraire, elle est vue comme un geste d'honneur. Le mari montre qu'il place le destin de la cité au-dessus de son orgueil personnel. L'enfant ne lui appartient pas seulement à lui, il appartient à la communauté. Les femmes, de leur côté, ne sont pas réduites au silence dans ce processus. Xénophon précise que la femme doit être d'accord et qu'elle joue un rôle central dans la naissance d'un citoyen. Les femmes spartiates sont élevées dans l'idée que leur mission première est d'enfanter des guerriers. Leur statut social, supérieur à celui d'autres cités grecques, leur donne un pouvoir réel dans ce domaine. Une femme spartiate peut être fière de porter l'enfant d'un homme choisi pour sa valeur militaire. Elle ne le vit pas comme un vol de sa fidélité, mais comme une contribution directe à la force de Sparte. Ces pratiques d'un autre monde ont néanmoins leurs limites. Elles ne sont pas imposées par violence. Elles reposent sur un consensus culturel, sur un accord implicite que la cité passe avant tout. C'est cette mentalité qui permet aux unions arrangées de fonctionner sans drame social, sans conflits ouverts. Le but n'est pas de briser la famille, mais de l'intégrer dans une dynamique collective plus vaste. Les historiens modernes rappellent que ces pratiques ne sont pas aussi fréquentes que certains l'imaginent. Elles ne concernaient qu'une minorité de familles, souvent celles qui possédaient un prestige particulier. La plupart des unions restaient traditionnelles, même si elles suivaient toujours les règles nocturnes austères. Mais le fait même que ces arrangements existent montre à quel point Sparte concevait la reproduction comme une affaire publique. La vertu d'un Spartiate ne réside pas dans la jalousie ou la monogamie stricte, mais dans son engagement envers la survie collective. Ces pratiques, sans équivalent dans le monde grec, révèlent la logique froide et radicale de la cité. La nuit spartiate, déjà disciplinée dans le mariage, devient dans ces unions un outil de stratégie démographique. Les pratiques sexuelles de Sparte ont souvent été alimentées par des mythes modernes, des fantasmes collectifs et des interprétations exagérées. Pourtant, les textes anciens de Plutarque et Xénophon montrent une réalité beaucoup plus complexe et, paradoxalement, beaucoup plus austère que les images populaires. En fin de compte, ce qui distingue vraiment Sparte ne tient pas à la liberté ou à la débauche, mais à la rigueur avec laquelle la cité transforme la sexualité en outil politique. Cette stratégie, unique dans la Grèce antique, a marqué de manière durable la manière dont Sparte a été perçue au fil des siècles. L'une des premières conséquences de ce système est la disparition presque totale de la vie privée. Dans la plupart des cités grecques, la maison est un refuge, un espace où les relations familiales se développent loin du regard public. À Sparte, cette séparation entre intime et politique n'existe pas vraiment. Le mariage nocturne, le rituel du rasage, les visites furtives du mari, les unions arrangées selon les valeurs militaires, tout cela montre que le corps lui-même appartient à la cité. La famille n'est qu'une cellule fonctionnelle dans une structure plus vaste. Plutarque insiste sur cette idée dans plusieurs passages. Sparte n'autorise aucune forme de luxe personnel, aucun attachement excessif, aucune intimité qui puisse devenir principale pour un citoyen. La passion est jugée dangereuse, non pour des raisons morales, mais pour des raisons politiques. Un homme trop amoureux, trop attaché à son foyer, pourrait perdre de vue ses devoirs militaires. Il risquerait de privilégier ses intérêts affectifs au détriment de ceux de la cité. C'est pour cette raison que les rencontres conjugales restent brèves, rares et strictement nocturnes. Xénophon, lui, montre que cette discipline ne vise pas à briser le couple, mais à le modeler pour servir la communauté. L'enfant, qui naît d'une union spartiate, n'est pas seulement attendu pour remplir un rôle familial, mais pour incarner une fonction civique. Ce poids symbolique placé sur chaque naissance explique pourquoi les anciens auteurs prennent tant de soin à décrire les conditions de reproduction. Lorsque Xénophon parle des unions arrangées, ce n'est pas par voyeurisme, mais pour montrer à quel point la cité considère la procréation comme une affaire collective. Une autre conséquence importante de ces rites concerne le statut des femmes.
Contrairement à Athènes ou d'autres cités grecques, les femmes spartiates jouissent d'un statut social élevé. Elles reçoivent une éducation physique, participent à des concours, possèdent des terres et disposent d'une influence réelle dans la vie domestique. Leur rôle dans la reproduction du citoyen idéal est donc central. La nuit du mariage, où elles attendent dans la pénombre, n'est pas seulement un moment de passivité. Elle marque leur entrée dans un statut particulier, celui de gardienne du sang spartiate. Les femmes sont respectées pour leur capacité à enfanter des guerriers forts. Lorsqu'une union arrangée est proposée, elles ne sont pas simples outils biologiques, mais partenaires conscientes d'un projet civique. Cette vision, bien que radicale selon les normes modernes, donne aux femmes un pouvoir symbolique que d'autres cités grecques ne leur accordent pas. Elles ne sont pas traitées comme des propriétés, mais comme des acteurs nécessaires à la survie militaire de la communauté. Les historiens modernes débattent de la fréquence réelle de ces pratiques. Certains chercheurs pensent que les anciens auteurs ont amplifié le caractère exceptionnel de Sparte pour souligner sa singularité. D'autres estiment que ces pratiques, même si elles ne concernaient pas toute la population, ont suffisamment marqué la mentalité spartiate pour devenir représentative de son organisation sociale. Ce qui est certain, c'est que Sparte a suscité la fascination de nombreux penseurs, philosophes et dirigeants, de Platon à Rousseau, tous impressionnés par cette capacité à subordonner la vie individuelle au bien commun. Il est aussi essentiel de comprendre que les rites sexuels nocturnes et les unions arrangées ne sont pas des pratiques isolées. Ils s'inscrivent dans un système global où tout est organisé pour servir la même finalité: produire des citoyens invincibles. L'éducation spartiate, la sélection des nouveau-nés, les exercices militaires, les repas collectifs, les sanctions publiques, tout concourt à former un homme qui n'appartient pas d'abord à une famille, mais à une armée. La sexualité n'est qu'une pièce dans ce dispositif. Malgré cette logique impitoyable, les anciens auteurs reconnaissent que les relations conjugales pouvaient être profondes. La séparation imposée au début du mariage renforçait parfois le désir et la complicité. Lorsque les époux finissaient par vivre ensemble, leur union reposait sur un attachement développé dans la rareté et la discipline. Les couples spartiates, loin d'être dépourvus d'émotions, construisaient leur affection dans un cadre où le devoir précédait toujours le sentiment. Leur amour naissait non pas malgré la cité, mais avec la cité. En fin de compte, l'héritage de ces pratiques repose sur un constat simple mais puissant. Sparte a poussé la logique civique jusqu'à ses limites. Elle a transformé la procréation en stratégie militaire, le mariage en rituel politique, la nuit en outil de discipline, et le couple en cellule de reproduction contrôlée. Aucun autre peuple grec n'a osé aller aussi loin. Cette radicalité explique pourquoi Sparte reste l'une des cités les plus étudiées, discutées et mythifiées de l'histoire ancienne. Les rites sexuels nocturnes ne sont ni des orgies, ni des cérémonies magiques, mais les manifestations les plus extrêmes d'une obsession politique, forger le citoyen parfait. Et cette obsession, qu'on la juge admirable ou terrifiante, continue de fasciner.